qui s'appelle Mystère d'archives sur la chaîne Arte. Je participe également à un projet de recherche intitulé Entracte, analyse transdisciplinaire des actualités filmées, dans le cadre de l'Agence nationale de la recherche. Et je finis la rédaction d'une thèse de doctorat sur l'histoire de la société de presse filmée, les actualités françaises, société qui a fourni des actualités cinématographiques en France et à l'étranger pendant près d'un quart de siècle, entre 1945 et 1969. Alors, quels sont les enjeux de l'usage de l'archive dans le documentaire, notamment dans le documentaire historique sur la guerre? Pour répondre à cette question, je vous propose de faire basculer notre regard du contenu du documentaire à sa réalisation et à sa production. Je vais surtout m'attacher à partager avec vous la fabrication de l'image d'un événement qui n'a pas été filmé, la fabrication de l'image qui manque. Alors, il y a aujourd'hui de nombreuses manières de représenter la guerre à l'écran, et plus spécifiquement ce qui n'a pas été enregistré. Pour la Seconde Guerre mondiale, malgré l'apparente profusion d'images de cette période, peu d'entre elles enregistrent l'événement lorsqu'il a lieu. En revanche, beaucoup d'entre elles le reconstituent après, dans des mises en scène qui servent souvent les propagandes des belligérants. Pour représenter aujourd'hui l'image qui manque, on a donc différents dispositifs. Ça commence par l'appel à un témoin ou un historien qui raconte l'événement devant la caméra au cours d'un interview, chose que vous connaissez sûrement. On peut aussi faire appel à des documents d'archives autour de l'événement, comme de la correspondance ou des documents administratifs. On peut évoquer l'événement à l'aide de reconstitutions filmées contemporaines, parfois avec des costumes amidonnés, qui sont réalisés pendant la production du documentaire. On peut faire appel à d'autres supports que le film, comme le dessin et même les dessins animés. On peut enfin utiliser des archives filmées, c'est ce qui m'intéresse le plus, des archives sonores aussi et des photographies, qui ne sont pas de fait celles de l'événement dont les images manquent, mais qui ont été filmées pendant la même période et qui s'y rapportent de manière plus ou moins directe. J'aimerais maintenant vous présenter un exemple du défi que représente l'image qui manque pour le réalisateur de documentaire. C'est un exemple sur le portrait d'un personnage de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un collaborateur français qui a malheureusement activement participé à la répression des groupes de résistants dans la région de Lyon pendant l'occupation. Le défi pour moi était de pouvoir évoquer ce personnage à l'écran sans film, en n'ayant que 2 photos de lui, et bien sûr toute son histoire étant construite sur des rapports de police et des témoignages de ses victimes, en tout cas celles qui ont survécu. Voilà, si on peut passer l'extrait résistant collabo. Alors, je l'ai lancé et pour l'instant, ça charge. Oui, c'est ça que je voulais vous demander. Ils ne sont pas en ligne pour qu'on puisse donner un lien aux collègues. C'est-à-dire que ce sont des programmes vidéo qui sont très longs et que je ne pouvais pas partager en ligne malheureusement sans les télécharger et ça prenait beaucoup de temps. D'accord. Alors, je les ai téléchargés. Le Chanois a notamment utilisé des images tournées par des opérateurs clandestins envoyés dans le maquis du Vercors pendant la guerre et à l'aide de reconstitutions réalisées après la guerre. Alors, pourquoi ce dispositif utilisé par le Chanois? Parce que le Chanois a considéré que les images tournées dans le maquis en juin-juillet 1944 n'étaient pas suffisantes pour montrer ce qu'était, selon lui, le maquis à l'époque. Le Chanois va donc reconstituer après-guerre des scènes évoquant le quotidien du maquis, ainsi que des scènes de combat que les opérateurs n'ont pas pu tourner et les mélanger dans son montage avec des séquences réelles du maquis du Vercors. Alors, je vais tenter un nouveau partage d'écran. Hop. Là. Alors, voilà. Donc, ça, c'est le montage, le film
de Jean-Paul Le Chanois, le film monté, et j'ai retrouvé, lors de mes recherches, les rushs qui ont permis de constituer ce film, des rushs qui avaient été conservés aux archives françaises du film, et qui nous montrent un petit peu ce qui a été pris dans le film, ce qui n'a pas été pris dans le film, et qui nous permet d'identifier ce qui a été reconstitué de ce qui a été tourné, c'est-à-dire les images authentiques du Vercors à l'époque. Alors, je vais maintenant vous présenter les rushs qui ont servi et qui sont donc muets, hein. Il faut bien savoir qu'à l'époque, les opérateurs qui étaient envoyés, enfin les opérateurs d'une manière générale qui travaillaient pour les actualités, utilisaient des caméras muettes. Tout le son qui est apporté l'est ensuite au montage en 1947 quand Jean-Paul Le Chanois réalise son film. Voilà. Donc voilà les images tournées à l'époque. Elles sont totalement mélangées, elles ne sont pas du tout dans l'ordre du montage du film. Et s'y croisent des images tournées donc par les opérateurs clandestins envoyés dans le maquis et des reconstitutions faites à la suite en avril 1945, donc au début du printemps 1945, par Jean-Paul Le Chanois. Donc vous pouvez voir des passages de l'extrait initial que je vous ai présenté sur Au cœur de l'orage. Et j'aimerais maintenant vous faire participer à un petit exercice pour essayer de distinguer le vrai du faux, c'est-à-dire les images authentiques du maquis, images filmées par les opérateurs clandestins envoyés dans le Vercors, donc en juin-juillet 1944, et les images de reconstitution faites par Jean-Paul Le Chanois juste après la guerre, c'est-à-dire au début du printemps 1945. Et pour cela, je voudrais vous montrer une image, voilà, celle-ci. Alors, je vais la repartager avec vous. Voilà, est-ce que vous la voyez, cette image? Est-ce que chacun peut voir cette image que je partage à l'écran? Oui, c'est bon, on la voit. Merci. Donc voilà, est-ce que, comme j'aimerais faire un petit peu de cette intervention quelque chose d'interactif avec vous, est-ce que par rapport aux informations que vous avez et que je vous ai données sur ce tournage, vous pouvez me dire si c'est reconstitué, cette image est reconstituée, ou si c'est une image authentique qui a été prise par les opérateurs dans le maquis du Vercors? Et les éléments qui se trouvent dans l'image vous permettent de faire la distinction. Non, pas d'idée? Oh, absolument. Alors, oui, donc oui, est-ce qu'on peut avoir un échange vocal avec les intervenants? Oui, c'est possible. En fait, chaque intervenant peut ouvrir son micro et du coup prendre la parole. Oui, vous m'entendez, Éric Daubard? On vous entend. Voilà, alors moi je pense que ça, dans un premier temps, ça vient de la qualité de l'image peut-être aussi. Alors oui, effectivement, oui. On peut faire des distinctions entre effectivement les émulsions, enfin les pellicules utilisées après la guerre, de celles qui étaient utilisées pendant la guerre, effectivement. Mais c'est assez complexe et il faut avoir un matériel assez détaillé, enfin avec un matériel assez complexe, quoi, en gros. Mais par contre, dans la simple analyse de l'image elle-même, on peut définir ce qui est une reconstitution, là, en tout cas dans cet exemple, de ce qui ne l'est pas. Alors, vous dites que c'est une reconstitution, mais pourquoi?
Evelyne Game, moi je dirais le cadrage est vraiment impeccable et puis vêtements propres, chaussures propres, l'enfant complètement, enfin j'ai l'impression que c'est un enfant complètement à droite. Enfin voilà, ce sont des indices qui me font penser à une reconstitution. Alors, vous avez tout à fait raison, mais c'est pas disons que ce n'est pas une preuve de reconstitution, hein. Je pense que les mises en scène, d'ailleurs j'en suis sûr parce que je les ai vues en rush, mais les mises en scène faites par les résistants à l'époque étaient assez soignées. D'autres étaient un petit peu maladroites, mais certaines d'entre elles étaient assez soignées. Et ils pouvaient avoir eu bon, les enfants étaient présents sur le maquis, hein. Et puis, ils avaient aussi le même type de vêtements. Alors, effectivement, le cadre de l'image est bien mis en scène, mais c'était aussi à l'époque fait par les opérateurs clandestins qui étaient des opérateurs professionnels qui avaient été envoyés dans le maquis. Par contre, ce qui nous donne la véritable preuve qu'il s'agit d'une reconstitution, ce n'est pas tant sur le cadre ni sur les éléments, on va dire, d'habillement et des personnages du cadre, mais c'est sur la saison qui a été utilisée à l'époque. Quand le Chanois, comme je vous l'ai dit, a fait ses reconstitutions, ça a été fait en début avril. Et lorsque vous regardez la façade du mur qui est derrière les résistants, vous voyez qu'il y a l'ombre d'un arbre qui est un arbre qui n'a pas fleuri, qui n'a rien à voir avec un arbre de juillet 1944. Ça nous donne une preuve irréfutable qu'il s'agit d'une reconstitution qui a été faite en avril 1945. Alors, au-delà de l'identification de cette séquence, il est important de noter que la reconstitution de Le Chanois participe à une réécriture de l'histoire du maquis. L'esprit de camaraderie qui est perceptible dans cette mise en scène, là, que vous voyez à l'écran, est loin d'être l'esprit qui régnait sur le maquis pendant la guerre. Sans entrer dans les détails, le maquis du Vercors était composé de groupes de résistants d'obédience politique très diverses, en tout cas sur le Vercors. Des résistants conservateurs, ultranationalistes, qui côtoyaient d'ailleurs des résistants socialistes, ce qui donnait lieu à de nombreuses tensions au sein des camps du maquis. Alors, bien sûr, tous ces résistants se sont battus ensemble en juillet 1944, mais on peut mettre un petit bémol sur la camaraderie mise en scène par le Chanois pour des raisons politiques après la guerre, en évoquant la vie du maquis avant ces derniers combats de juin-juillet 1944. Alors, cet exercice d'identification peut stimuler des questionnements sur les images de guerre telles qu'elles sont présentées aujourd'hui dans les documentaires proposés au grand public. Ils peuvent aussi être des points d'entrée à des questionnements pour les élèves qui apprennent à déchiffrer des éléments de mise en scène d'une image, chose que vous avez peut-être faite lors de vos cours avec vos élèves. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est un bon point d'entrée pour apprécier la mise en scène de propagande, en l'occurrence de Le Chanois après-guerre, pour mettre en scène le maquis à l'époque de 1944. J'aimerais maintenant finir sur l'usage des archives filmées dans les documentaires en termes de production, ce qui peut éclairer la manière dont les images de guerre apparaissent ou non dans ces films. Et ce sont comment dire, des défis qui m'ont été donnés de résoudre ou d'essayer de résoudre lors des documentaires que j'ai réalisés. On peut penser que le réalisateur de documentaires n'utilise pas d'images d'archives pour évoquer tel ou tel événement, c'est vrai, mais c'est parce qu'elles n'existent pas, mais c'est aussi pour des problèmes de prix. Alors là, je vais vraiment dans la cuisine de la production d'un documentaire, ce qui peut être intéressant à voir, puisque là encore, on retourne le regard vers la caméra et la production, tout ce qu'il y a derrière l'image. Donc le prix des archives filmées est un élément, un facteur très important dans la réalisation d'un documentaire.
Les droits d'exploitation d'une archive filmée sont établis à partir de deux facteurs principaux, qui sont souvent ceux avancés par le producteur quand on est en négociation avec pour la réalisation d'un documentaire. C'est d'abord la durée de diffusion du documentaire dans lequel ces images d'archives apparaissent, et ensuite c'est l'étendue géographique de cette diffusion. Pour des documentaires qui sont diffusés 3 ans, 5 ans, voire 10 ans à l'international, et notamment en dehors des pays francophones d'Europe, les droits d'exploitation sont parfois très élevés. On est sur des tarifs avoisinant parfois les 4 à 5 000 euros la minute. Alors, c'est parfois une minute indivisible, c'est-à-dire que le réalisateur qui veut utiliser ces images, s'il a besoin de 15 secondes de programme, devra payer une minute complète pour ces 15 secondes d'image qui sont nécessaires à la construction de sa narration. Alors, je ferai une petite parenthèse à ce propos sur le patrimoine, l'idée de patrimoine sur les fonds d'archives français et européens d'ailleurs. C'est que aux États-Unis, et notamment à Washington, il y a une administration qui s'appelle la NARA, qui s'occupe des archives filmées américaines. Et dans un pays où, a priori, on peut considérer que la libre entreprise et disons, la monétarisation des archives est importante, les archives américaines offrent gratuitement tous leurs films d'archives, en tout cas les archives d'actualité, donc cela de manière tout à fait gratuite. Il n'y a que les frais de duplication à payer. Tandis qu'en France, tous les fonds d'archives qui participent au patrimoine filmé et en le conservant, notre patrimoine filmé, en tout cas le patrimoine d'actualité notamment, le demande beaucoup d'argent, enfin demande pas mal d'argent, on va dire, aux réalisateurs et aux producteurs de documentaires pour l'utilisation des droits de ces archives. Ce qui pose évidemment, c'est un facteur financier qui limite l'accès de nombreuses archives filmées sur la guerre à des extraits courts qui sont remontés et qui de fait sont parfois détournés de leur sens initial. Cette politique tarifaire est appliquée par la plupart des fonds d'archives français et européens, comme j'ai dit, qu'ils soient privés ou publics, ce qui questionne bien sûr la politique patrimoniale de certains de ces fonds d'archives. Voilà, c'était les deux grands thèmes que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Maintenant, j'aimerais bien, voilà, s'il y a des questions, échanger avec vous sur ce regard un petit peu différent qu'on a sur l'archive filmée, c'est-à-dire de contenu, d'analyse de contenu, qui est toujours très intéressante, et de faire basculer ce regard sur la production et la réalisation et la mise en scène de ces archives dans des documentaires contemporains. Je vous remercie. Écoutez, si vous avez des questions à poser, je pense que si on se respecte au niveau de la distribution des paroles, vous pouvez prendre directement la parole en ouvrant votre micro. Ça permettra un peu de convivialité dans cette visioconférence. Donc, je vous invite à poser vos questions si vous le souhaitez. Il y a une question sans micro. Je pense que vous arrivez à la lire, monsieur Franck Lucier. Oui, alors pour répondre à cette question, oui, est-ce qu'on a tendance à toujours utiliser les mêmes extraits compte tenu de cette politique tarifaire? Absolument. C'est un peu la raison pour laquelle vous voyez souvent dans les documentaires historiques, et notamment des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale, les mêmes extraits qui sont utilisés, réutilisés, parfois de manière assez surprenante, puisqu'ils n'évoquent plus du tout
l'image qu'ils étaient censés évoquer initialement, même si eux-mêmes d'ailleurs étaient mis en scène. Donc oui, c'est bien pour cette raison qu'on a toujours les mêmes archives, enfin toujours, souvent les mêmes archives, dans des documentaires historiques sur la Seconde Guerre mondiale notamment, mais aussi sur la Première Guerre mondiale. De fait, la Première Guerre mondiale est beaucoup plus limitée en termes d'archives, même si elles sont nombreuses, et là aussi pratiquement toutes mises en scène, avec un sévère contrôle des organismes de censure de l'époque. Et puis à l'inverse, guerre froide, etc. D'accord. J'aurais voulu vous poser une question aussi sur les archives. Du coup, j'entends bien la participation de ces images à l'imaginaire aussi de la résistance. Qu'est-ce qu'il en est des images de la collaboration? Alors, les images de collaboration, elles sont très très limitées dans la mesure où elles viennent essentiellement d'un organisme de presse filmée, de l'organisme de presse filmée de l'époque qui s'appelle France Actualité, qui est piloté par le régime vichiste à l'époque de la guerre et qui montre évidemment la collaboration sous un jour plutôt bénéfique pour le régime vichiste de fait et pour la France pétainiste. Et donc ce sont toutes des mises en scène. On a parfois, mais très rarement, la possibilité de retrouver des images amateurs de collaborateurs. Ça a été le cas dans des archives que j'ai retrouvées dans la région de Grenoble, où un collaborateur notoire de Grenoble avait filmé avec sa petite caméra, c'était du 8 mm à l'époque, des camps de jeunesse qui avaient été organisés pendant l'occupation par le régime vichiste. Donc, il décrivait un petit peu les activités de ces jeunes embrigadés dans les camps de jeunesse de Pétain et qui avaient donc mis en scène ces jeunes dans leurs activités quotidiennes. Mais c'est assez rare. Évidemment, il n'y a absolument aucune archive filmée des exactions de fait des collaborateurs en France. Il y a en revanche des archives photographiques on va dire de leurs opérations, des opérations de répression sur les résistants, qui ont été des photos qui ont été prises par les photographes des journaux locaux, notamment aussi dans la région de Grenoble et de Lyon. On a ces témoignages-là, on a évidemment les témoignages, mais alors ceux-là écrits de leur, on va dire de leur forfait, par la presse régionale, encore une fois, mais aussi par des rapports de police, puisque la police vient ensuite constater les décès de leurs victimes. Et on a très rarement l'occasion de consulter les archives de la Gestapo en France, mais ça a été le cas dans la région de Tours, où nous avons retrouvé des archives qui avaient été subtilisées aux agents de la Gestapo de Tours à la toute fin de la guerre, avant que ceux-ci ne les aient brûlés avant leur départ dans l'anonymat, en fait. Voilà. Merci. Une question. Donc, j'imagine que ces tarifs s'expliquent par le frais de gestion et de conservation des fonds d'archives privés. Les fonds militaires ou les fonds d'institutions telles que la Cinémathèque de Bretagne sont-ils aussi chers? Et comment s'explique cette politique tarifaire? Et puis, par curiosité, de quel camp de jeunesse en fait s'agissait-il? Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, le camp de jeunesse, c'était à côté de Voiron, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, c'était dans la région de Voiron. Alors, le nom même du camp de jeunesse, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai dû garder les traces écrites. Je pourrais vous l'envoyer. Pour les différences de politique tarifaire, alors c'est assez complexe en termes juridiques, c'est-à-dire qu'on peut avoir des archives qui sont libres de droit et comme la personne qui laisse le message le suggère, c'est effectivement des frais de conservation de ces archives. Hein. Il ne faut pas non plus minimiser
ces frais de conservation qui sont importants. Donc, il y a ces archives libres de droit, mais il y a aussi des archives qui appartiennent à des entités privées, des personnes privées, et qui peuvent demander des droits à l'utilisation de ces archives. Donc, quand on est un grand fonds d'archives comme l'INA, par exemple, ou Pathé Gaumont, on doit gérer chacune de ces archives de manière différente, et à chaque fois qu'on les laisse sortir du fonds d'archives, on est obligé de faire une analyse juridique de ces archives qui nous dira est-ce que cette archive est utilisable telle qu'elle, donc avec des droits géographiques et dans la durée qui sont X et Y, ou est-ce que cette archive appartient à une personne privée, qu'elle nous a été léguée pour sa conservation et son exploitation éventuelle. Et en ce sens, elle sera associée à d'autres droits de distribution. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'aimerais bien revenir sur l'histoire de patrimonialisation. Patrimonialisation, c'est déjà pas facile à dire, des images d'archives en France. De nombreux réalisateurs maintenant envisagent l'archive filmée non plus comme support pardon, d'un fait, d'un événement X ou Y, qu'il soit d'ailleurs pendant la guerre ou après la guerre, mais comme support d'une narration qui évoque plus un sentiment par rapport à l'époque que un véritable événement. C'est une voie d'accès à l'archive qui est légèrement différente et qui, en ce sens, se désolidarise totalement du cadre historique dans lequel elle a été tournée et qui est très intéressante aussi. Mais on est plus là dans une question de goût, de saveur de l'époque, de la temporalité dont on parle, que de véritables archives soutenant un discours historique. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire justement quand vous en parliez, parce qu'on a désormais une spécialité dans le cadre de la réforme du lycée qui amène à réfléchir justement sur le patrimoine. Et j'étais en train en vous écoutant, de dire que ce serait une entrée possible, effectivement, inviter les élèves à regarder aussi autrement ces archives comme un document sur ce qui est filmé. Et le regarder comme une archive, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments, en fait, quelques portes d'entrée, comme vous avez fait tout à l'heure, c'est sur la lecture des matchs que vous avez proposé. Merci. Oui, alors je n'ai pas moi-même travaillé sur ce genre de démarche par rapport à l'archive, mais il y a un réalisateur qui travaille vraiment sur ce genre d'exploitation d'archives qui s'appelle Pierre Getscheld, qui a notamment réalisé plusieurs documentaires sur effectivement la période de la Seconde Guerre mondiale et qui utilise donc plus l'archive pour évoquer ce qu'il ressent lui dans sa temporalité de réalisateur contemporain par rapport à la temporalité de la guerre et surtout pour évoquer ses parents qui ont été partie prenante de cette période puisqu'ils ont été ils ont dû se cacher, ils ont dû vivre sous l'anonymat des personnes de confession juive à l'époque. Donc c'est une autre démarche. Alors elle est intéressante, mais voilà, il faut en tout cas prévenir le spectateur, c'est ce que fait d'ailleurs Pierre Getscheld, il ne s'en cache pas, que c'est une exploitation qui est totalement voilà, désolidarisée de la temporalité et des enjeux historiques de la temporalité de la Seconde Guerre mondiale. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Et d'où nous viennent les images, en fait, de la fin de la guerre, vous savez, de toute la période de l'épuration, pour lesquelles on a quelques images, mais qui a filmé Alors, on a finalement très peu d'images hein, de l'épuration, à part les procès, évidemment. Les procès d'épuration qui ont été assez bien médiatisés par les actualités. Alors, en l'occurrence, les actualités françaises, la firme de presse filmée des actualités françaises filme les procès d'épuration pendant toute l'après-guerre. Pourquoi elle? Parce qu'il y a un monopole de la presse filmée dans l'immédiate après-guerre qui est réservé aux actualités françaises. Un monopole qui va sauter en début 1946, mais toute l'année 45, ce sont les actualités françaises qui s'occupent de médiatiser les procès de l'épuration. En revanche, il y a une épuration qui n'est pas du tout médiatisée, qui est ce qu'on appelle l'épuration sauvage, qui apparaît ça et là encore une fois dans la presse régionale, dans la presse parfois aussi nationale, et qui se fait partout en France. J'ai retrouvé des images de l'épuration sauvage entre guillemets après-guerre qui a été faite là encore dans la région de Grenoble par rapport à des femmes qui ont été tendues selon une mise en scène très détaillée, avec beaucoup d'éléments rappelant une cérémonie pratiquement religieuse. Ces images ont été filmées par l'opérateur qui avait été envoyé dans le maquis du Vercors, qui donc n'était pas très loin, qui est descendu une fois que les Allemands sont partis, qui est descendu du maquis et qui a rejoint Grenoble, puis Voiron, dont on parlait tout à l'heure, et qui a pu filmer dans sa remontée sur Paris ces images d'épuration. Alors, épuration entre Français et épuration aussi sur certaines personnes allemandes. Voilà, ça a été fait par ces opérateurs donc, qui étaient des opérateurs travaillant pour les actualités françaises. Donc, je rappelle que les actualités françaises ont succédé à une autre société d'actualité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était les France Actualités, qui étaient, elles, par contre, sous contrôle vichiste. Mais à la Libération, elles ont été remplacées par les actualités françaises sous contrôle du gouvernement du GPRF, le gouvernement de la République. Merci. N'hésitez pas à faire vos questions si vous n'avez pas accès au micro. Alors, je voudrais peut-être finir sur le fait que il est possible d'utiliser des images d'actualité, malgré tout ce que j'ai dit auparavant, évidemment dans un contexte académique, d'accès voilà, à l'éducation. C'est quand même un petit peu un des rôles assignés notamment à l'INA, de partage de ces images. Et il est possible de les partager avec des élèves et d'entrer dans ces images, notamment avec les rushs qui sont maintenant disponibles à l'INA, des rushs qui ont la grande valeur de montrer à la fois ce qui a été pris dans les programmes de l'époque, autant que ce qui n'a pas été pris. Et les deux versants de ces images, ce qui a été pris, ce qui n'a pas été pris, ces deux versants sont évidemment constituent une dualité très intéressante pour l'analyse des programmes qui sont ensuite montés, puisqu'on peut considérer qu'ils peuvent être jugés autant parce qu'ils montrent que parce qu'ils ne montrent pas. Donc ces images peuvent être partagées voilà, avec des élèves, et je pense de manière un peu ludique, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, ce qui apporte un questionnement ensuite plus fort sur le temps,
la propagande et tout ce qui concerne la mise en scène d'une image filmée pour des actualités. Très bien, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Je pense que nous avons de multiples pistes pour les exploiter effectivement avec les élèves. Donc, merci beaucoup, Monsieur Franck Mazuet. Merci à vous. Et puis, bah, écoutez, on se retrouve cet après-midi, donc à 13h, avec Mathilde Rouxel, qui nous proposera une intervention sur Jocelyne Sab, puis avec Jocelyn Druchet, donc réalisateur, et Séverine Melchior comme productrice. Et nous terminerons avec Catherine Dupuis de l'ECPAD. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout à l'heure, à 13h. Merci.